Imagine, t'es dans la rue et il se passe quelque chose. Une manif, une arrestation, des coups de feu au loin. T'essaies d'appeler, rien. T'essaies d'envoyer un message, rien. T'ouvres Twitter, Insta ou WhatsApp, écran de chargement, puis rien. Ton téléphone est là, dans ta main, mais t'es complètement seul et impuissant. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qui s'est passé en Iran en 2019, au Soudan ou au Myanmar en 2021. Des gouvernements qui tirent sur leur population ont appris que tirer sur un câble pouvait faire tout autant de dégâts et faire taire des millions de personnes d'un coup. Mais ce qui est fascinant, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'un régime a coupé Internet, les gens ont trouvé un autre chemin pour conserver leur liberté d'expression. Un chemin plus discret et plus créatif. Bienvenue dans Social Stories, aujourd'hui on plonge dans la lutte invisible entre les États qui veulent faire taire et les citoyens qui refusent. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment un blackout numérique, parce que c'est pas juste Internet qui marche mal. C'est une décision politique prise sciemment pour isoler. Concrètement, un gouvernement contacte les fournisseurs d'accès Internet et leur ordonne de couper l'accès. Dans les régimes autoritaires, c'est simple, les fournisseurs sont souvent contrôlés par l'État. Ensuite, ils bloquent les serveurs du pays et sans ça, ton navigateur est déconnecté. Et dans les cas les plus extrêmes, ils coupent carrément les câbles sous-marins ou les liaisons satellitaires. Et là, il n'y a vraiment plus rien. L'organisation NetBlocks, qui documente ces coupures en temps réel, en a recensé plus de 180 rien qu'entre 2019 et 2023. Et derrière chaque statistique, il y a des histoires humaines qui font froid dans le dos. Au Soudan, en 2019, pendant le massacre de Khartoum, les militaires ont coupé Internet pendant plusieurs semaines. Des familles ont mis des jours à savoir si leurs proches étaient encore en vie. Des journalistes ne pouvaient plus rien relayer, les images des crimes ont mis des semaines à sortir du pays. Sinon, il y a aussi au Myanmar en 2021, après le coup d'état militaire. Le régime avait compris quelque chose, c'est la nuit que les gens organisent la résistance. Alors le régime a coupé Internet toutes les nuits pendant des semaines. Faut vraiment imaginer que couper Internet, c'est couper les gens de leur famille, de l'information et de la résistance. Bref, en gros, c'est couper les gens du monde. Sauf que voilà, face à cette arme, les citoyens ont commencé à inventer leurs propres outils. Et les premiers nous ont fait remonter le temps. On est en janvier 2011, l'Égypte est en feu. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour réclamer la fin du régime Moubarak. Et Moubarak fait quelque chose qu'aucun dirigeant n'avait encore fait à cette échelle. Il coupe Internet dans tout le pays. 80 millions de personnes déconnectées en quelques heures. Si tu regardes ma vidéo sur le printemps arabe, t'as tous les détails de cette révolution. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Internet a été coupé ? En premier réflexe, les gens ont sorti leur vieux modem dial-up. Ouais, ces trucs qu'on utilisait dans les années 90, perso j'ai jamais connu ça, mais apparemment ça faisait un bruit horrible et ça prenait 30 secondes pour te connecter. Des Égyptiens ont fouillé leurs placards, ont ressorti des câbles téléphoniques et ont bricolé des connexions de fortune pour continuer à communiquer avec le monde. Et c'est comme ça que dès la première coupure autoritaire d'Internet, l'ingéniosité a triomphé. Mais il y a une autre réponse encore plus poussée et elle est venue de l'extérieur. Une équipe d'ingénieurs de Google a créé en 48 heures un outil appelé Speak to Tweet. En gros, le principe, c'est que tu appelles un numéro de téléphone fixe, tu laisses un message vocal, ce message est automatiquement transcrit et publié sur Twitter avec le hashtag Égypte. Et soudain, les voix égyptiennes pouvaient de nouveau traverser les frontières et être entendues dans le monde. C'est une leçon que l'histoire répète depuis des siècles, la censure accélère l'innovation. Chaque fois qu'on ferme une porte, quelqu'un construit une fenêtre. Mais ces solutions artisanales avaient une limite évidente. Elles étaient fragiles et compliquées à utiliser. Elles ne pouvaient pas coordonner des millions de personnes en temps réel. Pour ça, il fallait autre chose. Il fallait faire d'Internet quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Un réseau sans infrastructure. Et c'est exactement ce qui s'est passé 3 ans plus tard dans les rues de Hong Kong. Septembre 2014, à Hong Kong, des dizaines de milliers d'étudiants occupent les rues pour défendre leur liberté politique face à Pékin. C'est ce qu'on appelle la révolution des parapluies, parce que les manifestants s'en servaient pour se protéger des gaz lacrymogènes. Le gouvernement chinois a un avantage énorme, il contrôle les infrastructures de télécommunication. Il peut donc bloquer n'importe quelle application, n'importe quel réseau social et à n'importe quel moment. Alors les manifestants ont fait quelque chose de brillant. Ils ont décidé de ne plus utiliser d'infrastructure du tout. Ils se sont tournés vers une application qui s'appelle FireChat, et FireChat, c'est une révolution dans son principe. Plutôt que de passer par des serveurs centraux qui peuvent être bloqués, FireChat utilise le Bluetooth et le Wi-Fi direct de ton téléphone pour se connecter aux autres téléphones autour de toi. Chaque téléphone devient un nœud du réseau. Et plus il y a de monde, plus le réseau est fort. C'est ce qu'on appelle un mesh network, un réseau maillé. Dans les rues de Hong Kong, des messages pouvaient voyager de téléphone en téléphone sur des centaines de mètres sans jamais toucher un seul serveur que le gouvernement aurait pu couper. En quelques jours, FireChat a été téléchargé 500 000 fois à Hong Kong. Et donc, un demi-million de téléphones sont devenus des relais humains.
Mais cette technologie avait un talon d'Achille énorme. Tout ça n'était pas chiffré, pas anonyme. N'importe qui pouvait rejoindre le réseau, y compris la police. Les mouvements avaient créé quelque chose d'incroyable sur le plan technique, mais ils venaient aussi d'ouvrir la porte à une menace énorme. Ils avaient besoin d'un outil plus sûr, chiffré, capable de coordonner des millions de personnes. Et cet outil existait déjà, il s'appelait Telegram. Et avec lui, on entre dans une nouvelle ère. Avant de parler de Telegram, il faut qu'on comprenne pourquoi les messageries chiffrées ont tout changé. Quand tu postes sur Facebook ou Twitter, ton message passe par leur serveur. Ces serveurs peuvent être hackés, surveillés, saisis par un gouvernement. Avec le chiffrement de bout en bout, c'est fondamentalement différent. Le message est transformé en code dès qu'il quitte ton téléphone. Seul le destinataire possède la clé pour le lire. Ni l'application, ni les serveurs, ni les autorités ne peuvent le déchiffrer. Et dans ce monde-là, 3 messageries se sont imposées chez les militants et les activistes. Signal, c'est le meilleur pour la confidentialité. Message éphémère, 0 métadonnées stockées, code source ouvert et vérifié par des experts indépendants. Le problème, c'est conçu pour des conversations privées, pas pour coordonner des centaines de milliers de personnes. Il y a aussi évidemment WhatsApp que tu connais forcément et qui est chiffré aussi. Et dans beaucoup de pays, c'est l'application que tout le monde a déjà sur son téléphone depuis très longtemps. Pratique, mais il y a un hic. WhatsApp appartient à Meta. Et Meta a des accords avec des gouvernements et stocke tes métadonnées. Et puis, il y a Telegram. Techniquement, c'est pas le plus sécurisé. Les échanges ne sont pas chiffrés de bout en bout par défaut. Mais pour la coordination à grande échelle, c'est imbattable. Des canaux qui peuvent toucher des millions d'abonnés, des bots automatisés, des messages épinglés, une vitesse de diffusion hallucinante. Et nulle part ces avantages n'ont été aussi visibles qu'en Biélorussie. Imagine-toi dans la peau d'Alex, c'était l'admin du canal Telegram qui s'appelle Nexta. On est en août 2020, Loukachenko vient de truquer les élections présidentielles. Des centaines de milliers de Biélorusses descendent dans la rue. Alex et son équipe, depuis Varsovie, gèrent un canal suivi par 1,5 million de personnes, soit 16% de la population biélorusse. C'est plus que la télévision d'État. Les infrastructures circulent par messages épinglés. Un sticker rouge signifie « danger dans ce quartier ». Un sticker vert « rassemblez-vous ici ». La foule bouge en temps réel comme un organisme. Loukachenko essaie de bloquer Telegram, mais il n'y arrive pas. Les serveurs sont stockés dans plusieurs pays, il n'a aucun levier. Et puis, il y a encore un cran au-dessus de tout ça. C'est ce que Starlink a rendu possible en Ukraine en 2022. Starlink, c'est littéralement Internet qui tombe du ciel. SpaceX a envoyé des milliers de petits satellites dans l'espace pour que tu puisses capter du haut débit partout sur la planète. C'est l'option idéale pour ceux qui vivent au milieu de nulle part et qui en ont marre de ramer avec une connexion préhistorique. Et pour l'Ukraine, en quelques jours après l'invasion russe, des milliers de terminaux Starlink ont été déployés. Les communications civiles et militaires sont restées opérationnelles, même quand les infrastructures au sol étaient détruites. C'est la première fois dans l'histoire qu'une infrastructure satellitaire privée joue un rôle aussi direct dans un conflit. Mais attention, Starlink c'est SpaceX, c'est Elon Musk. On a vu en 2022 que cette dépendance à une entreprise privée pose des questions géopolitiques énormes. Et ouais, quand les décisions d'un seul homme peuvent changer le cours d'une guerre, c'est pas toujours la meilleure solution. Donc on a des outils de plus en plus sophistiqués, de plus en plus difficiles à bloquer, mais le pouvoir, lui, n'est pas resté les bras croisés. Face à des citoyens de plus en plus créatifs, les régimes ont compris qu'ils ne pouvaient plus juste couper un câble et attendre. Ils ont développé quelque chose de bien plus insidieux, la contre-offensive numérique. Premier outil, la surveillance algorithmique. Des systèmes d'analyse scrutent en temps réel des milliards de messages à la recherche de mots-clés suspects. Ils cartographient les réseaux qui parlent à qui, à quelle heure, depuis quel quartier. Et ils identifient les leaders d'un mouvement avant que ce mouvement n'ait de leader officiel. Le deuxième outil, l'infiltration. Tu te souviens de FireChat à Hong Kong? L'absence de chiffrement a ouvert la porte à quelque chose de dévastateur. Des agents infiltrés ont commencé à envoyer de fausses informations dans les groupes de manifestants. La police arrive rue X alors que c'est faux. Ou rassemblez-vous place Y pour mieux les encercler. Et le chaos informationnel devient une arme. Quand on ne sait plus distinguer le vrai du faux, on se paralyse. Et même sur Telegram, chiffré et décentralisé, des opérations d'infiltration ont été documentées. En Biélorussie, des agents du renseignement russe ont réussi à intégrer des groupes privés pour identifier des manifestants. Alors, les plus paranoïaques sont passés à des outils encore plus radicaux. Braillard, par exemple, une messagerie qui ne passe même pas par Internet. Elle utilise uniquement le Bluetooth et le Wi-Fi direct, comme FireChat, mais avec un chiffrement militaire. 0 serveur, 0 trace. Ou Tor, le fameux réseau oignon qui fait rebondir tes données à travers des dizaines de serveurs dans des pays différents avant qu'elles arrivent à destination. Et puis, il y a ce que j'appelle les ruses sociales. Des activistes qui se coordonnent via des commentaires de vidéos YouTube, des instructions cachées dans des descriptions de Google Maps, ou encore des messages codés dans des parties de jeux en ligne multijoueurs. Là où les algorithmes de surveillance ne cherchent pas encore. Mais la question qui revient toujours, c'est
Combien de temps avant que ça aussi se soit surveillé? La réponse en vrai, c'est pas très longtemps. C'est une course-poursuite sans fin. Et cette course nous amène à une question encore plus profonde. Parce que les régimes les plus avancés, la Chine en tête, ont compris quelque chose que les autres n'ont pas encore vraiment saisi. Le meilleur moyen de contrôler les gens, c'est pas de couper Internet, c'est de le rendre indispensable. Réfléchis à ça une seconde. En Chine, Douyin, la version locale de TikTok, n'est pas juste une plateforme de divertissement. L'algorithme décide ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Les contenus politiquement sensibles n'ont pas besoin d'être bloqués brutalement. Ils sont juste enterrés, invisibles, noyés sous des vidéos de chats ou de danse. D'ailleurs, tu peux aller checker ma vidéo sur Douyin où je parle en détail de tout ça. Et donc quand ta vie entière, tes paiements, tes billets de train, ton accès aux services publics passent par des applications liées à l'État, te déconnecter n'est plus une liberté, c'est une punition. La technologie qui était une arme de liberté peut devenir un collier invisible. Mais je veux finir sur autre chose. Parce que j'aurais pu te raconter cette histoire comme une histoire de défaite, la surveillance qui gagne, le pouvoir qui s'adapte toujours plus vite, sauf qu'à chaque fois dans cette vidéo, on a vu la même chose se produire. L'Égypte coupe Internet, les gens ressortent leur vieux modem. Hong Kong bloque les réseaux, les foules inventent FireChat. La Biélorussie essaie d'étouffer sa résistance, Nexta devient plus puissant que la télé d'État. L'État bâtit des murs, les citoyens créent des échelles. Et cette leçon-là, elle n'est pas nouvelle. Elle est vieille comme l'humanité. Avant Internet, c'était les radios clandestines, les livres imprimés en secret, les messages passés à voix basse dans les caves. Les humains ont toujours trouvé le moyen de se parler quand le pouvoir voulait les faire taire. Internet, c'est juste le réseau de communication d'aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, partage-le et abonne-toi à Social Stories. Et je te retrouve très vite pour le prochain épisode.